Alors, je voulais aujourd'hui, j'avais fait une longue série l'année dernière avec plein de paradoxes comme ça autour de la question du corps. J'ai oublié, qu'est-ce que j'avais comme... qu'est-ce que quelqu'un se souvient dans l'ordre des 12 titres des conférences de l'année dernière? Non. Est-ce que quelqu'un se souvient d'une? Oui, est-ce que quelqu'un se souvient d'un des titres? On caresse son chat, mais pas le corps du chat. Oui, pourquoi on ne peut pas caresser le corps de son chat? Ça, c'est bien. Est-ce que quelqu'un se souvient d'une autre phrase? Pourquoi il n'y a pas de corps sans soin? Pourquoi on ne sait pas qu'on a un corps si on ne... C'est quoi, c'est avec les arbres? Ah oui, comment on ne peut pas avoir de corps si on ne sait pas... Comment on ne peut pas retrouver son corps si on ne sait pas que les arbres sont vivants? Voilà, c'était les genres de phrases un peu singulières. Mais je crois que si vous êtes membre de l'école, vous pouvez réécouter et avoir des réponses à ces questions tout à fait étranges. Et là, la question, c'est pourquoi ne marchons-nous pas à quatre pattes? Et alors, mes questions sont déconcertantes parce que le corps est une énigme déconcertante. Et c'était vraiment passionnant. Pourquoi on ne caresse pas le corps de son chat? Pourquoi on ne dit pas le chat a un corps? Alors que partout, on explique très clairement, c'est logique. Le propre de l'homme sur l'animal, c'est qu'il a un esprit. Alors, si le propre de l'être humain, c'est d'avoir un esprit, ou une âme, ou ce que vous voulez, ou une conscience que n'aurait pas l'animal, pourquoi ne dit-on pas que le corps du chat ou le corps du chien? C'est très étrange. Voilà, ça mais j'en dis pas plus. Mais juste pour ceux qui viennent vous plonger dans une perplexité qui me semble saine, parce que cette perplexité, c'est l'énigme du corps. Et pourquoi on ne marche pas à quatre pattes? Comment? Ah, c'est bien. J'adore. Ça, c'est très bien. Pourquoi on ne marche pas à quatre pattes? Peut-être que certains d'entre vous ont une idée. Pourquoi on ne marche pas à quatre pattes? Pourquoi? Non, ça ne me semble pas. Je ne suis pas du tout convaincu parce que les animaux marchent à quatre pattes, ils ont l'air d'avoir aucune difficulté. Donc je ne crois pas du tout ça. Qui a dit ça? Parce que je ne crois pas du tout. Mais encore une fois, là, je ne parle sans position d'autorité. Hein, je vous donne juste mon avis. Je n'ai pas l'impression que c'est la bonne raison. Si vous vous mettez à quatre pattes, vous serez forcément sur les genoux si vous voulez avancer. Oui. Ça, c'est pas être à quatre pattes. Un chien n'est pas sur les genoux. Ah oui, ça c'est bien vu. C'est bien vu. Donc, c'est très bien vu. Vous avez tout fait. Donc, ma question n'est pas pourquoi nous ne marchons pas à quatre pattes, mais pourquoi l'être humain aujourd'hui ne marche plus à quatre pattes? Pourquoi il a décidé de ne pas marcher à quatre pattes? Qu'est-ce qui l'a conduit à ne pas marcher à quatre pattes? Et là, vraiment, je vous remercie. Ma formulation n'était pas du tout juste. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Pourquoi l'homme se trouve-t-il tel qu'il ne marche pas à quatre pattes? Et pourquoi donc? Regarder droit devant lui. Moi, je trouve que c'est assez bien ce que dit Anne, pour regarder droit devant lui. Pour voir plus loin. Tout ça me semble tout à fait profondément éclairant. Et je suis très impressionné du reste de ce que vous dites. On aurait pu commencer à voler alors. Comment? On peut faire autre chose avec ça. Moi, j'aime beaucoup parce que vous dites déjà le contraire de tout ce qu'expliquent les paléontologues, qui expliquent que c'est un truc un peu mécanique. Et là, vous commencez déjà à dire que si l'homme s'est mis debout, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a eu envie de faire. Et ça, je trouve que vous avez raison, et que vous êtes plus philosophe que paléontologue, et je trouve que c'est très bien. Je pense que les paléontologues, ils comprennent rien. Parce qu'ils n'ont aucun rapport à la philosophie, et qu'il y a quelque chose qu'ils ne voient pas. Donc ça, je suis déjà extrêmement émerveillé par l'intelligence collective qui règne dans l'école occidentale de méditation.
et qui me semble bien. Personne n'a donné l'explication purement scientiste. Et ça, c'est tout à fait... Moi, je vais vous dire quelques petites remarques comme ça. C'est étonnant que quand on lit les tragiques grecs, et dans la pensée grecque, donc dans une pensée, disons, à la source de la pensée occidentale, il y a l'idée que la droiture, se tenir droit, est liée à la vérité. Et ça structure la pensée occidentale. Quand je dis occidentale, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, dans les autres civilisations, donc je ne dis pas que ce n'est pas comme ça, c'est peut-être aussi comme ça. Mais en tout cas, dans la pensée occidentale, il y a un lien entre se tenir droit et être en rapport à la vérité. Donc, moi, j'aurais envie de dire que peut-être que nous ne marchons pas à quatre pattes parce que nous voulons avoir un rapport à la vérité. Et comment ? Pour l'instant, je parle. Ça, c'est une autre question que je traiterai à la fin de ma première question. C'est pourquoi nous, on marche debout ? Parce qu'on veut avoir un rapport à la vérité. Ah, mais ça, chaque chose en son temps. Mais nous voulons avoir un rapport à la vérité. Et alors, mais je vais vous répondre. La vérité, c'est la parole droite par rapport à la parole fausse. Et c'est très marrant qu'on dit que la parole fausse, c'est la parole tordue. Ce que vous dites est tordu. Ce que vous dites est droit. C'est ça qui m'intéresse. Pas la vérité avec un grand V majuscule, la vérité révélée, non. Là, quand je parle de ce que disent les Grecs, c'est tout bête. Ah non, ce que tu dis, c'est pas droit. Un homme droit. Un homme droit, c'est quelqu'un qui dit ce qui est vrai. Vous voyez, donc là, je pense que le mot vrai, là, on comprend ce que je veux dire. C'est juste... Non ? Ben, est-ce que vous dites quelque chose qui est vrai ? Par exemple... Connexion, c'est-à-dire je ne sais pas, il y a une connexion différente quand on est à quatre pattes. Ah oui, oui. Mais gardons pour l'instant première idée qu'il y a un lien, encore une fois, entre se tenir debout et être droit. Et être un homme droit. Et que le mot droit est à la fois physique, si on veut reprendre les catégories, moi j'aime pas trop, mais à la fois physique et moral. C'est quand même très singulier. Ça dit quelque chose, que notre position d'être debout, nous nous tenons debout pas uniquement pour des raisons anatomiques ou physiques, mais pour des raisons, on pourrait dire, éthiques, si vous voulez. Donc c'est droit par rapport à la question éthique, pas une question, si vous voulez, je ne parle pas de la vérité en termes métaphysiques, je parle en termes éthiques. Donc, dire la vérité, est-ce que c'est vrai que tu as fait ceci ou que tu n'as pas fait cela ou, voilà, dire quelque chose de vrai qui institue une communauté humaine. Parce que si quelqu'un ne dit pas la vérité dans une situation donnée, ça empêche la communauté des êtres humains. Donc la vérité sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'il a dit. Il ment ou il dit quelque chose de vrai. Il a une parole tordue et fausse, ou au contraire, il a une parole vraie. Et une parole vraie, c'est une parole droite. Donc, voilà, pourquoi je trouve ça, pourquoi je parle de ça, qui semble vraiment à la fois simple, banal et très profond, c'est pour essayer de montrer, vous voyez là, juste ça permet de voir que le rapport au corps n'est pas le rapport qu'on croit. Parce que nous, on croit que le rapport au corps, il est accessoire. En gros, à cause de tout ce problème que nous avons, nous pensons que le corps, c'est accessoire, ce qui compte, c'est notre esprit. Au fond, le corps est superficiel, ce qui compte, c'est notre esprit. Notre esprit pense, le corps est mécanique, et au fond, le corps, c'est accessoire. Donc, au fond, pour nous, nous tenir debout ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mais quand on creuse un peu, on voit que ce n'est pas du tout si clair qu'il y a quelque chose là, que notre posture dit quelque chose de notre rapport à la vie, à la vérité, au monde, à l'existence. Et donc, peut-être que... oui, je crois que ça c'est... Et cela va conduire à l'époque des Lumières à penser que la position droite, que la verticalité,
a à voir avec la dignité humaine. Et vous voyez, la question éthique se prolonge comme dimension de dignité. Être debout, c'est assumer quelque chose d'une dignité profondément humaine. Et là, on n'est pas dans un truc abstrait, c'est très concret. Par exemple, il y a Ernst Bloch, qui est un philosophe allemand du XXe siècle, qui dit « Sur 1000 guerres, il n'y a même pas 10 révolutions, tant il est difficile de redresser le dos courbé. » C'est une phrase très profonde, c'est-à-dire il y aurait une révolution véritable quand les gens se redresseront pour de bon. Et c'est une idée très, très forte. Lorsque, en l'automne 1989, l'ancienne RDA a commencé à imploser sous la pression de la population, il y a l'écrivain George Heim qui, lors d'une grande manifestation contestataire le 4 novembre, donc 1989, a dit « Quelqu'un m'a écrit et il a raison, ces dernières semaines, nous avons surmonté notre mutisme et nous sommes maintenant en train d'apprendre à marcher debout. » À marcher debout. C'est très fort, c'est très fort. Nous avons appris à marcher debout. Et il y a plein d'autres exemples de moments où les gens ont senti qu'ils osaient marcher debout. Et qu'en marchant debout, ce n'est pas quelque chose de superficiel ou d'accessoire. Ce rapport à une certaine tenue du corps est une position éthique et même, je disais, d'une dignité existentielle fondamentale. Marcher debout, ne plus s'excuser d'être, ne plus avoir honte d'être. Comme, là, il y a quelque chose que je trouve la station verticale, je disais, les paléontologues le prennent comme une caractéristique anatomique contingente. Mais on voit que la station verticale implique une modalité d'être, une certaine qualité de présence. Hegel a écrit sur cette question-là, et je vous lis un petit texte de Hegel. Eu égard à l'attitude, la première chose qui s'offre même à l'observation superficielle est l'attitude redressée de l'homme. Le corps animal est parallèle au sol, la gueule et les yeux se trouvent dans le prolongement de l'échine, et l'animal est incapable de changer par ses propres moyens ses rapports avec le centre de gravité. Le cas de l'homme est tout à l'opposé, en ce sens que l'œil qui regarde droit devant se forme dans sa direction naturelle un angle droit avec la ligne de gravité du corps. L'homme est bien capable, comme les animaux, de marcher à quatre pattes, et les enfants le font effectivement, mais avec l'éveil de la conscience, l'homme s'arrache à cet attachement animal au sol et adopte pour lui-même une position libre et droite. C'est tout à fait intéressant que voilà, dans la philosophie, il y a quand même cette méditation très profonde sur qu'est-ce que ça implique de se tenir debout. Et vous voyez, j'ai parlé de la droiture, du rapport à la vérité, du rapport à la dignité, mais il y a aussi le fait de tenir. Comme si le fait de se tenir droit, il y a aussi le fait de se tenir. Pourquoi on n'est pas à quatre pattes? Parce qu'on tient quelque chose. Comme si le fait d'être humain était le fait que nous ayons à tenir quelque chose pour être. Qu'au fond, la beauté, mais aussi l'effroi d'être un être humain, c'est que nous avons quelque chose à faire pour tenir notre humanité. Je parle souvent de ça parce que c'est tout à fait... ça rendait Rilke nostalgique des animaux qui ont la chance inouïe, disait-il, de ne pas avoir à tenir leur être, d'y être d'emblée, d'être d'emblée dans une plénitude. Que nous, c'est un peu plus compliqué. Nous, c'est un peu plus compliqué. On a quelque chose à faire pour tenir notre propre être. Ça ne... Et vous voyez, c'est frappant, on dit en français, quand quelque chose est flou, quand quelque chose est un peu absurde, quand quelque chose est mal dit, on dit, ça ne tient pas debout. C'est très frappant.
ça ne tient pas debout. Et qu'est-ce que ça veut dire tenir debout? Tenir debout, vous voyez, ça tient, quelque chose qui tient. Ce qui tient, c'est ce qui est stable, qui donne une stabilité. Peut-être que vivre, c'est faire de la vie quelque chose qui tienne debout. À un moment, j'étais complètement... j'ai eu une sorte de passion pendant quelques semaines pour la chanson de Section d'Assaut « Je me tiens debout ». Je suis touché, mais je suis debout, mais je reste debout. Je suis touché, mais je reste debout. Il y a une époque, j'étais tellement content de cette chanson très hegelienne. Ça me mettait dans un état de jubilation. Du reste, c'est mon rêve un jour de rencontrer. C'est Maître Gim, c'est ça? Je trouve ça. Non, mais je trouve la chanson très très impressionnante parce que je suis touché, mais je reste debout. Et il a vraiment compris ça. J'aimais beaucoup cette chanson parce que la chanson est très très belle. Enfin, vous avez compris, j'ai aucun rapport à la chanson, je connais rien. J'ai juste entendu cette chanson par hasard, mais j'en revenais pas parce que il raconte comment les gens sont touchés dans plein de difficultés, mais ils restent debout. Et il dit là, mais quelque chose de tellement abyssal. C'est pas juste une blague, c'est-à-dire nous ne sommes pas capables de penser ce que cette chanson dit, et que pourtant on entend immédiatement. C'est ça le paradoxe. On entend immédiatement que ça veut dire se tenir debout, mais et en même temps, on ne le tient pas, ça fout le camp tout de suite, et donc on n'arrive pas à tirer les conséquences pour notre existence de ce que ça veut dire. Mais c'est magnifique, ça. Je suis touché, mais je me tiens debout. C'est ça l'existence humaine. Et aujourd'hui, la méditation, c'est conçu comme « je ne suis plus touché, grâce à la méditation, je ne serai plus touché, cool ». C'est ça aujourd'hui la méditation. Le moyen pour ne plus être touché est d'être toujours cool. Eh bien, être humain, c'est je suis touché, mais je me tiens debout. Du reste dans la méditation maintenant, c'est je suis cool, donc je n'ai pas besoin de me tenir debout. De manière très, très. Enfin, c'est très. Tout cela est tout à fait frappant. Et là, il y a comment je fais pour tenir, me tenir. Être un être humain, c'est se tenir, se tenir. C'est vraiment extrêmement... Qu'est-ce que c'est une attitude où on est posé? Et vous voyez comment le corps parle incroyablement. Il nous parle et il nous aide. Et comment, parfois, et qu'est-ce que ça veut dire ne pas tenir? C'est s'effondrer ou s'avachir. Et au fond, je suis touché mais je me tiens debout, ni je m'effondre, ni je suis avachi. C'est tout à fait frappant. Aujourd'hui, je suis frappé, par exemple. J'espère qu'on n'enregistre pas ce que je dis. Je suis frappé aujourd'hui de voir que les intellectuels sont par principe avachis. Si vous allumez la télé, le propre même d'un intellectuel, c'est d'être avachi. C'est-à-dire, pour prouver que vous êtes un intellectuel, vous devez être avachi. Les gens normaux ne sont pas avachis, mais les intellectuels, quand ils passent, les experts, ça, ils sont avachis. C'est le signe qu'ils sont des intellectuels. C'est très frappant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou si je suis le seul à remarquer ça. Quand par malheur, je me retrouve à un colloque, je ne fais presque plus ça, avec des philosophes, je sais, parce que tout le monde est avachi. C'est le signe que... S'il y en a qui n'est pas avachi, ça veut dire qu'il est déjà rentré en rapport à l'existence. Je dînais hier soir avec un philosophe et qui n'était pas avachi. Et j'étais très très étonné. Et il me dit, mais c'est parce que... Ah, je ne lui ai pas dit, c'est bizarre, tu n'es pas avachi comme les philosophes. Mais je dis, mais il y a quelque chose de bizarre. Il me dit, oui, parce que j'ai un rapport un peu extérieur à la philosophie. J'ai été marqué, j'ai eu des difficultés, j'ai fait une longue psychanalyse, et j'ai un rapport aujourd'hui à la philosophie, mais un peu, disons, marqué par la question de l'existence. Et je lui dis, ah oui, je me suis dit, ça y est, je comprends pourquoi il n'est pas avachi. Non, mais c'est des choses très, c'est pas juste, c'est des choses très très profondes, comme c'est des choses tellement qui ont tellement de racines profondes. Pourquoi on a confiance dans quelqu'un qui est avachi? Pourquoi on sent que c'est un intellectuel et c'est cool qu'il soit avachi, alors qu'on devrait avoir une méfiance chronique devant quelqu'un qui ne sait pas se tenir? Puisque le propre de l'être humain, c'est d'arriver à tenir quelque chose de son existence. Et justement, c'est ça que la chanson Section d'Assaut, elle est plus forte que...
elle est plus profonde que les intellectuels. Je suis touché, mais je me tiens debout. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, ça, il sait, lui, ça. Puis quand vous le voyez, on voit qu'il tient quelque chose et qu'il se tient. Moi, je l'ai vu une fois, je n'ai pas la télévision, mais j'ai vu une fois une émission, parce que je voulais regarder qui c'était. J'ai regardé, elle avait dans une émission où les journalistes, vraiment, comment j'ai dit, avachis, méchant, qui essayait vraiment de le coincer. Et il était royal, mais vraiment princier. C'était vraiment impressionnant. Il était assis et vraiment... parce qu'il se tenait, il tenait quelque chose de la vie. Et donc il leur a répondu, waouh, c'était une leçon. Les Anglais, pour les gens avachis, disent couch potato. Potato. Couch potato. On est affalé avec le plateau repas. Qu'est-ce que ça veut dire se redresser? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on se redresse? Et étrangement, enfin, tout ce dont je parle, la méditation a à voir avec le fait qu'on se redresse, on se tienne debout. J'aime beaucoup cette phrase que Tourguenieff écrivait à Tolstoï en 1856. « Vous êtes trop solidement planté sur vos jambes pour devenir le disciple de qui que ce soit. » C'est tellement frappant comment les gens parlent. Ils parlent à nouveau, pour notre langage. Vous voyez, maintenant, ça devient naturel, mais encore une fois, c'est complètement bizarre. Planter sur vos jambes, ça, c'est matériel. Ne pas être le disciple, c'est spirituel. Non, non, non. Et ça fait... Comme nous croyons dans la distinction entre le matériel et le spirituel, nous ne savons pas ce que ça veut dire habiter notre corps. Et c'est affreux. Voilà, quelque chose que je pouvais essayer de dire pour essayer d'éclairer un des paradoxes de ce que ça veut dire qu'être un être humain. Et normalement, mercredi prochain, pourquoi se serre-t-on la main? Comment? Oui, pourquoi les Français se serrent la main? Ah ben, si j'étais dans un autre pays, je dirais une autre chose. Les petits-enfants sont ni hollandais ni français, et tous les Hollandais sont impressionnés par ces petits garçons qui donnent la main. C'est bien. Et qu'est-ce qu'ils font les Hollandais pour se dire bonjour? Je ferais ça. Après, si j'étais américain, par exemple, il y a le hug. Les Américains font un hug. J'aurais pu faire pourquoi on fait un hug, mais nous, on ne fait pas trop un hug. Après, il y en a qui font la bise. J'aurais fait pourquoi on fait la bise. Mais là, je vais te répéter juste pourquoi on se serre la main. On répondra à ça. Mais peut-être je ferai, si je vais en Hollande, comment font les Hollandais. Mais ça sera pour une autre fois. Donc, vous avez une question sur ce soir. On va vous donner le micro, si on sait où il est. Du coup, je me demandais par rapport au thème dont on a discuté s'il existait une communauté ou s'il existait une méditation debout. En fait, quand on est assis, on est debout. Parce qu'on est droit. La question, ce n'est pas d'être debout, forcément debout, mais quand on s'assoit, c'est ça, on est en rapport à la verticalité. Et la question, c'est la verticalité. On tient quelque chose. Et ça demande un certain travail de tenir quelque chose. Oui, ouais. Ça existe. Mais au bout d'un moment, ça serait fatigant d'être debout, immobile comme ça, donc on s'assoit. Mais c'est bien, parce que ça permet de vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a la marche méditative aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est très juste. Mais ce qui m'importe, c'est que vous voyez, marche méditative, debout ou assis, ce qui compte, c'est qu'on est dans un rapport de verticalité. On tient quelque chose. C'est ce geste-là que je trouve important. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou une autre remarque? En fait, en gros, le résumé de la verticalité dans la méditation, c'est résumé par l'expression être droit dans ses bottes. Oui. Être quelqu'un qui est droit dans ses bottes, c'est quelqu'un qui est droit dans sa vie et bien avec lui-même. Parfait, c'est tout à fait, vous avez tout compris. Pourquoi on médite? Pour être droit dans ses bottes. C'est vrai, c'est très juste. Je trouve ça très très juste.
Et vous voyez, c'est tout bête, mais c'est beaucoup plus profond que tout ce qu'on raconte, que tout... Moi, je vous engage, parce que par rapport à tous les médias qui vous racontent ça va vous calmer, ça va vous faire que je ne sais pas quoi, là, c'est quand même beaucoup plus fort. Et vous avez raison, parce que ça parle de tout. Ça parle de la vie, c'est ça. Être droit dans ses bottes, ça dit tout. Ça dit comment je suis dans tous les... C'est ça. Moi, je m'engage dans la méditation pour essayer d'être un peu plus droit dans mes bottes. Ça, c'est vrai. Ça, oui. Ça, je veux bien méditer pour ça. J'ai aucune envie de méditer pour tout ce qu'on raconte dans les journaux, mais ça, pour faire ça, oui. Ça me parle. Bonsoir, donc moi je commence la méditation et donc je me pose une question, est-ce qu'on peut méditer allongé? Non. Non, parce qu'il faut être assis, il faut être droit, il faut être vertical. Donc on ne peut pas méditer allongé. Je ne sais pas ce que c'est. Une forme de méditation. Je ne connais pas. Ouais. C'est une forme de méditation où on est allongé. Je ne connais pas, donc je ne peux pas... Non, mais pour moi, ce que je connais, non, vous ne pouvez méditer que debout. Une fois que vous méditez debout, vous pouvez méditer allongé. Mais parce que vous êtes médité debout. Et donc, vous restez droit en étant allongé. C'est complètement... C'est pas du tout une pirouette, c'est très profond. Si quelqu'un décide de méditer allongé parce qu'il n'a pas le courage de s'asseoir, il ne méditera pas. Mais si quelqu'un médite en étant debout ou assis, et puis qu'à un moment il pratique allongé, peut-être par exemple parce qu'il est malade ou qu'il ne peut pas ou qu'il veut expérimenter, alors il va avoir, même s'il est allongé, il sera redressé. Il aura un rapport à la verticalité. Il ne sera pas allongé en étant juste affalé ou en ayant lâché quelque chose. Mais il tiendra quelque chose de sa propre existence, même allongé. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. D'ailleurs, je l'ai expérimenté pendant 4 jours. Et c'est en fait extrêmement douloureux et il y a quelque chose à tenir aussi là, oui, dans la ça. position allongée sur une certaine durée en fait. Absolument ça qu'au début je réponds non parce que les gens disent ah chouette, je ne vais pas avoir à faire l'épreuve, mais on a à faire l'épreuve. Être humain, c'est avoir à faire cette épreuve-là. Mais c'est une très belle question, j'adore. C'est une question très concrète. Pas d'autres questions ou d'autres remarques? On va vous donner le micro. Alors, moi, j'ai une question parce que votre sens de la pratique ne me déconcerte pas du tout. Au contraire, j'ai l'impression justement d'arriver à la maison et de poser les valises. Pour une fois dans ma vie, là, hop là, pouf, je pose les valises. Et enfin, je respire parce que j'ai cessé d'être ou trop ceci, ou pas assez cela, et vis-à-vis de ce qu'on a pu me dire, et vis-à-vis de ce que je peux me dire. Et puis voilà que vous dites ensuite que précisément cet état d'être va permettre une très grande transformation. Alors je me dis, bon, alors il y a encore quelque chose à transformer. Mais en bout de séance, là, en vous entendant parler de la droiture, peut-être que, je ne sais pas, hein, c'est la question, est-ce que ce qui serait à transformer, c'est précisément ça, c'est-à-dire retrouver cette forme de droiture, peut-être, oui, je ne sais pas. C'est ça. Transformer, c'est-à-dire transformer ce qui nous empêche d'être humain. Mais on transforme ce qui nous empêche d'être humain en étant pleinement humain là maintenant. Donc ce n'est pas transformer au sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est transformer en acceptant pleinement ce qu'on est. Et effectivement, la transformation, ce n'est pas ce qu'on nous vend comme gadget, c'est être plus humain. Et ça, on peut toujours apprendre à être plus humain. C'est la merveille d'être un être humain. Mais apprendre à être plus humain, ce n'est pas se taper sur les doigts parce qu'on ne l'a pas été assez, mais c'est tout le temps apprendre la merveille qu'il y a d'être. On peut dire, méditer, c'est apprendre sans cesse à neuf la merveille d'être. Mais je trouve que c'est magnifique de clore sur cette très belle remarque. Et moi, je pense que ce que vous avez dit aussi est très profond, poser ses valises. C'est quelque chose de très profond. Moi, c'est très profond, profondément le sentiment que j'ai. Qu'est-ce que méditer? C'est poser ses valises. Je crois que c'est très profond.
Moi, ce que je retiendrai de la soirée, c'est ça. Méditer, c'est poser ses valises. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, donc, mercredi prochain, pourquoi on se serre la main en France? Et puis, ceux qui veulent essayer d'explorer le... Alors, dans la journée de samedi, il faut que je dise, je ne ferai pas ce que j'ai fait là. Là, je ne fais jamais deux fois des choses pareilles, c'est très différent. Là, je fais ces expériences avec ces thèmes. Là, il n'y aura pas du tout de ce type d'enseignement, ce sera beaucoup de méditation guidée pour vous faire plein d'expériences et vous aider à retrouver le corps. Donc ce sera vraiment une journée très pratique. Ben, merci beaucoup.